Devine qui vient dîner. Michel Durand-Valade. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Il y a dans la langue française des mots qui en ravissent. C'est trop fort. Alors il faut baisser. Vous suivez le fil. Vous arriverez, je fais ça en direct, vous arriverez jusqu'à un petit bouton. Vous baissez le bouton et ce sera beaucoup moins fort. Qu'en pensez-vous ? C'est sûr qu'il y a un bouton. Mais je vous assure, il y a un petit boîtier avec un bouton. Regardez. Si vous êtes sur le bon fil. Ah. Bon, ça va mieux comme ça ? Oui, ça vient. Ah, alors voilà. Donc je disais qu'il y a dans la langue française des mots qui en ravissent certains et qui en fâchent d'autres. Dans le livre que j'ai tenu à lire, puisque j'en recevais ce soir l'un des auteurs, je n'ai cessé de buter sur des mots qui m'ont alors fâché, non, on va pas jusqu'à fâcher, mais qui m'ont interloqué, on dira. Sur des concepts qui m'ont abasourdi, sur des croyances qui m'ont désarmé. Corps astral, être de lumière, régression, chakra, vie symbolique, vie antérieure, ange gardien, guérisseur, conscience modifiée et plein d'autres mots encore, dont je pensais que l'usage s'en était tari avec la dernière roue du dernier bus VV, peint en rose, à pois vert, enlisé dans les sables de Goa. Eh ben non. Dans certaines pratiques qui se disent, qui se veulent, s'affirment thérapeutiques, ce langage est encore bien vivant. Alors loin de moi évidemment de mépriser, il en va comme de toutes les croyances, pour autant qu'elles ne fassent pas de mal, c'est-à-dire qu'elles ne soumettent personne à leur ordre. Elles sont évidemment toutes respectables. Et puis une chose m'a un peu rassurée, l'homme qui est devant moi et qui sait à la perfection manipuler ces étranges concepts, chante et compose pas, il le chante en tout cas, il chante le tango. Et un homme qui chante le tango ne peut pas être foncièrement mauvais. M'est avis. Bonsoir Claude de Sarzan. Bonsoir. Ne répondez pas encore sur tous ces mots que j'ai jetés un peu en vrac et à dessein évidemment, vous vous en doutez bien. Mais dites-nous plutôt comment va le cœur qui bat dans votre poitrine. Ah oui, il va très bien. Il va bien ? Très bien, oui. En tout cas jusqu'à aujourd'hui, très très bien. Corps de femme ? Oui. Vous avez appris ? Comment ? Oui. Alors vous avez été transplanté il y a 7 ans, 7 ans exactement, écriviez-vous ? oui, le 31 janvier 2002. Et Oui. comment vous avez appris que c'était un cœur de femme ? Alors d'abord par une indiscrétion de mon médecin généraliste qui n'était pas au courant du protocole, probablement de garder l'anonymat, et qui m'a dit... Un jeune médecin généraliste ? Pas du tout, pas jeune du tout, qui m'a dit, était tout content de me dire que j'avais le cœur d'une femme décédée dans un accident de la circulation de 51 ans, donc à l'époque de 10 ans de moins que moi, qu'elle était en parfaite santé, et voilà. Alors, Et c'est étrange d'avoir un cœur de femme quand on est un homme ? Enfin, c'est étrange symboliquement, parce que j'imagine que d'un point de vue organique, non, aucune différence. Pas pour moi. Pas pour moi. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que lorsque je me suis réveillé après l'opération, après l'anesthésie, j'ai senti que j'avais un cœur de femme. Et je l'ai dit à tout le monde. C'est vrai. Et je disais même que c'était une femme noire. Voyez, et non, elle vous n'est n'avez pas pas noire. eu... Ah non, elle n'est pas noire. Non, mais c'est une femme quand même. C'est une femme quand même. J'aime bien une femme noire, mais enfin c'est une femme quand même. Vous n'êtes pas venu tout seul, Claude de Sarzan, et je vous demande de nous présenter votre invité. Alors voilà, je vous présente, je pense, mon plus proche ami maintenant, c'est mon fils, Mathias. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Mathias de Sarzan ? Oui. Bonsoir Mathias J'ai de gardé le Sarzan. même nom. Je ne sais pas. Ouais. Et puis, Mathias ma compagne depuis 31 ans sur cette planète. Forcément. Et réciproquement. Oui, réciproquement. Et puis, j'en suis ravi. Et puis, j'ai eu envie de partager cette expérience avec lui ce soir. D'abord parce que je le considère vu son âge et sa maturité, sa compréhension comme un ami, toujours plus, après avoir été un bébé, un enfant, un adolescent, etc. Et puis, je trouve que ce genre d'expérience, moi, ça me fascine toujours. J'ai trouvé toujours très difficile de passer, quoique j'ai fait un peu de théâtre, de l'opéra, de la danse, mais la radio, j'avais une peur terrible. Je me souviens d'une émission, j'en parlais tout à l'heure, 35 ans avec Yviette Riel, j'étais paralysé, il y a 35 ans. Mais c'était ses grands cheveux blancs, peut-être. Voilà. Et puis, j'ai eu l'occasion d'en faire d'autres. Et puis, ce que je trouve, ce que je disais à Mathias, c'est que il faut recommencer, il faut en faire. On est de plus en plus à l'aise. Et je pense qu'il a un petit peu la trouille aussi ce soir. C'est bien simple, la radio, pourtant, il suffit de parler. Voilà. Il n'y a rien d'autre à faire. Très bien. Parler et écouter. C'est embêtant d'être l'ami de son père ? C'est pas embêtant, c'est la réflexion que je me suis faite aussi ce soir en pensant éventuellement à ce que j'allais pouvoir dire de notre relation. Et c'est vrai que c'est à la fois, je pourrais presque dire mon meilleur ami.
Aussi. Je pense, aussi. Quelle chance. Ouais. C'est très riche, très fort. Ce qu'on Mais quelle partage. chance d'en arriver là. Enfin, je veux dire, d'arriver au bout de 31 ans avec, on sait ce que c'est théoriquement que l'éducation. Enfin, c'est pas toujours une valise facile et légère à porter. Tout à fait, c'est sûr. Mais les choses deviennent de plus en plus faciles et je vois que j'ai de moins en moins de barrières, de moins en moins de blocages pour lui dire vraiment les choses que je ressens, comme je les ressens au fond de mon cœur. Et il y a c'est très sincère, c'est très très beau, très pur. Ce vocabulaire que j'évoquais tout à l'heure, comment résonne-t-il aux oreilles du jeune homme que vous êtes et sortant de la bouche de votre père? Les chakras, le plan astral, toutes ces choses. Les chakras, pendant de nombreuses années, j'appelais ça les crachats, moi. D'accord, histoire de dédramatiser un peu l'affaire. Non, mais petit, ouais, c'est des concepts avec lesquels je jonglais un peu, à la fois naturellement, à la fois sans vraiment les comprendre. Donc j'ai baigné là-dedans, effectivement, sans trop remettre en question tout ça. Et puis il y a un moment donné où effectivement l'âge fait que on devient un peu plus critique. Il a fallu choisir. Il a fallu, ouais. C'est même encore à l'actuel, je veux dire que c'est pas toujours très facile parce que je suis confronté à la fois à la réalité de son travail, à son quotidien, à ce qui se passe, aux résultats concrets qu'il obtient. Et puis à un discours effectivement qui à premier abord peut paraître au chemin pour y parvenir. Ouais, voilà, effectivement, que je n'ai pas fait non plus. Donc c'est vrai que voilà, j'ai pas son vécu, donc un peu par procuration comme ça, je vis à travers lui ses expériences et puis il y a des choses qui sont très belles qui ressortent de son travail. Donc voilà, moi c'est ce que j'en garde en tout cas. Vous n'avez jamais utiliser, le terme est moche, mais enfin, utiliser Mathias comme cobaye ou comme premier patient pour vérifier certaines théories ou certaines pratiques. C'était pas pour vérifier, mais c'est pour qu'il fasse l'expérience. Il m'a demandé une fois de faire cette expérience, il en a fait. Alors c'était laquelle expérience qu'on en parle? Oui, il y a très longtemps de ça. Oh, vraiment, il y a très longtemps. J'ai une dizaine d'années, peut-être un peu moins. Suite à des problèmes de santé. Des allergies, voilà, que j'avais depuis tout petit, bon, qui se sont arrangées avec le temps. Tel père, tel fils, en somme. Ouais, pour ça, c'est vrai qu'on se ressemble beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Donc voilà, on s'est dit, finalement, les médicaments n'agissent en part. Il y avait peu de solutions qui s'offraient à nous. Et puis, voilà, moi, j'ai demandé à voir un peu à quoi ça ressemblait. Donc, je me souviens avoir fait une séance avec lui, avoir revécu quelque chose. De régression mémorielle. Oui, enfin régression mémorielle. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, c'est vrai que je m'en souviens bien. J'étais, je crois, un petit Africain. Par chance, vous n'étiez pas Napoléon, comme environ 127 846 personnes qui font de la régression mémorielle. Je suis plus humble. Plus humble. On va dire. J'étais, un petit enfant africain au bord d'un point d'eau. Et puis soudain surgit, je crois, un rhinocéros. Voilà. Yes, oui, ouais. Sauf que là, le rhinocéros en question, il me charge et je me prends donc la corne du rhinocéros en plein ventre. Donc voilà, plutôt. À l'origine de vos allergies. Et de vos maux de ventre, enfin Mathias, c'est une évidence. C'est vrai que c'est bon. Oui, je vois où là venir. C'est vrai que c'est très 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 simple, très assez bête. Hein. Et voilà. Et puis après, alors maintenant, est-ce qu'il y a vraiment eu des améliorations suite à ça? Moi, je me souviens pas. On a fait que, c'est vrai qu'on a fait qu'une séance. Rapprochez-vous du micro, Claude. Surtout ne vous envoyez pas trop parce que. Donc voilà, première expérience. Et puis après, il y en a une autre vraiment plus tard. Là, c'était suite à un échec amoureux, on va dire, où j'ai besoin, c'était plus au niveau émotionnel, vraiment d'exprimer des choses et puis de parler, quoi. Simplement de parler. Ouais. Mais c'est vrai que moi j'ai jamais vraiment vécu, vu, tout un tas de choses que ces patients vivent avec lui dans son travail. Vous avez lu le livre dont on va entre autres parler, Les thérapeutes de l'invisible. Alors moi je suis un fils indigne, vraiment. Vous ne lisez pas les œuvres du père. Je veux dire que je pense qu'il y a un blocage, il y a quelque chose. Enfin, j'ai un peu de la peine. Tant que vous avez le micro, vous me feriez, tel que vous le connaissez, donc depuis 31 ans, le portrait de votre père et ami, Claude de Sarzan. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est quelqu'un, à la base, je crois qu'il est vraiment foncièrement bon, sensible, humain, qui est très en phase avec les autres, très facilement. Moi, je sais pas si c'est lié à ma génération ou quoi, ou le fait d'avoir assez rapidement été confronté à des images violentes, soit à travers la télévision, les jeux vidéo, etc. Mais des fois, je me trouve très désensibilisé par rapport à ce que je peux voir ou malheur des autres. Je sais que lui, il y a des choses avec lesquelles on rigole beaucoup de choses ensemble, mais pas de ça. Il y a des choses qui pour lui sont un peu, je vois, ça le touche vraiment. Il est à fleur de peau très 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 facilement et ça me renvoie toujours moins un peu à
encore une fois, à mon manque de sensibilité parfois. Donc c'est vraiment quelqu'un je trouve, de très vrai par rapport à ça. Il triche pas. Donc voilà. Et puis, quoi vous dire d'autre? Oui, très cultivé. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler aussi à travers la lecture, le théâtre, la musique, le chant. Il y a beaucoup de domaines qui, moi, m'intéressent beaucoup et sur lesquels j'apprends beaucoup avec lui. Voilà. Donc, ouais. Quel a été votre dernier sujet de conversation, par exemple, peut-être en venant tout à l'heure? Dernier sujet de conversation. Tu ne diras pas le gros mot au micro. Non, papa, ne pas dire le gros mot au micro. Des choses du quotidien. Non, on a failli se manger un bus là en arrivant. Lui, il a failli Oui, manger. voilà, il a failli nous manger plutôt. Ouais, c'est vrai que ça aurait été plutôt le bus qu'on devait manger. Donc voilà, donc on a failli ne pas arriver. Mais enfin, vous êtes là. Mais on est là. On est là et puis je vous propose. Vous n'avez pas su le prénom de la femme auquel appartenait Le prénom, le nom, je connais tout. Elle s'appelait pas Maria? Non. Ah bon. Io so Maria. Yeah. C'est le titre d'un tango composé par Astor Piazzolla. Oui. Horacio Ferrer pour les paroles. Mais c'est vous qui le chantez, Claude de Sarzan. Alors on vous écoute. Russo au bandoneon et puis Stéphanie Joseph. Joseph au violon. Au violon. Musicienne de l'orchestre de la Suisse romande. Et du quintet de Boulouris. Et du quintet de Boulouris, effectivement. De beaux musiciens, dites donc. Martin Chablot, vous me l'avez appris, parce que je l'ignorais, vous ne l'avez pas retenu, et le pianiste d'Henri Dess. Oui, arrangeur, pianiste, Henri Dess, de Michel Jonas aussi. Magnifique. Donc c'est un disque qu'on trouve, évidemment. Et c'est pas, ça se vend pas sous le manteau. Très bien. D'ailleurs, vous serez, on le dit comme ça en passant, mais on en reparlera peut-être, enfin on le resignalera, vous serez le 21 mars, de 21h à 1h, soirée d'enfer, l'orchestre tango, avec l'orchestre Luna Negra, donc 6 musiciens lausannois. Oui. Vous serez à Besançon, Oui. c'est pas très loin Besançon, il faut Non. juste rappeler que c'est pas loin et que c'est beau. C'est vraiment une région absolument magnifique. Vous ne connaissez Non, pas? non. Ah ben vous serez surpris, c'est vraiment très très beau. Allez faire un petit tour aux Salines, etc. Non, allez vous promener autour, c'est vraiment une très très belle région. On salue les Jurassiens français. Donc on n'hésitera pas à le dire. On va pas trop s'attarder sur cette partie de votre vie, Claude de Sarzan, le tango, parce que ce soir c'est pas ce qui est le plus important. Mais il est arrivé par où le tango? Déjà, j'aime beaucoup la musique depuis tout petit. Ma mère chantait de l'opéra. J'étais un peu tombé dedans. Vous avez appris à chanter, vous avez appris l'art lyrique? J'ai commencé par du gospel. D'abord, à l'âge de 16 ans, j'avais déjà un groupe de gospel. Ensuite, j'ai fait le conservatoire de Marseille, de Lausanne aussi. J'étais passionné d'opéra. Pour moi, ça se demeure un des plus beaux arts qui soit complet. Et puis, j'ai beaucoup travaillé à ma voix. Et ce qui est arrivé, c'est que j'avais des gros problèmes otorhinaux. Et je n'ai pas pu continuer. Et donc, il m'a fallu que je trouve des solutions à mes problèmes, et je suis devenu naturopathe. Voilà. Ah oui, mais je vous parlais du tango, moi. Je vous parlais pas de la naturopathie. Le tango, pourquoi? Alors, vous auriez chanté de la chanson vériste française, enfin. Ben, quand j'ai entendu Piazzolla, il y a déjà très longtemps, je me dis, ça c'est une musique extraordinaire. Oui. Je me voyais en train de danser là-dessus. Et puis, il y a quelques années, j'ai voulu faire quelque chose. J'étais en couple à l'époque avec mon ami, et on s'est intéressé au tango, d'abord aux danses de salon, puis ensuite au tango argentin qui paraissait beaucoup plus intéressant. Et là, j'ai découvert tout un monde. Donc, à la fois de danse, de chant, de musique magnifique, de culture. C'est toute une culture qui évolue tout le temps. Et ça m'a donné envie. Tanguero, oui. Vous êtes allé en Argentine? Non. Non, pas encore à Buenos Aires? Pas encore, non. Bah, ce sera comme ça une formidable découverte, j'imagine. Alors, on parlera pas trop de tango ce soir. En revanche, on reviendra un peu plus tard sur l'usage que vous faites aujourd'hui de la musique dans votre rôle de thérapeute. Mais avant, il faut quand même éclaircir un petit peu les choses. Pourquoi, à votre avis, Claude de Sarzan, y a-t-il deux catégories de personnes sur Terre? Il y a ceux qui vivent le réel, enfin le visible, en y trouvant les beautés qu'ils recèlent d'ailleurs, sans satisfaisant ou pas, ayant la sensibilité ou pas de les apprécier, mais enfin qui vivent sur sur ce regard comme ça immédiat sur les choses concrètes, dures, belles, moches, enfin bref. Et puis il y a ceux qui vivent dans la nécessité de alors moi j'écris d'inventer évidemment, c'est-à-dire d'imaginer des arrière-mondes,
peuplée de dieux, d'anges, d'entités, Oui. d'énergies mystérieuses, de fantômes possibles. Pourquoi certains ont-ils besoin, un besoin absolu de s'en référer à un invisible, le plus souvent d'ailleurs bienveillant, consolatoire, harmonieux, merveilleux, chargé de bonté, d'amour et très ennuyeux finalement. Et oui, alors pourquoi il y a cette partition-là? Je serais vraiment prétentieux de pouvoir répondre à cette question. C'est la question éternelle. Ça, dans toute civilisation, on se passe. Vous avez votre réponse, vous, parce Alors, que moi, vous adhérez totalement à cette nécessité. Non, ne croyez pas ça. Moi, je viens d'un milieu, ma mère était assez catholique, croyante, mais mon père était athée. Il bouffait du curé à longueur d'année. Et moi-même, j'ai été très longtemps athée, agnostique, jusqu'au jour où j'ai étudié la naturopathie, où j'ai entendu parler pour la première fois de réincarnation, mais d'une manière assez sensée. Pas simplement, on s'incarne en cochon, puis en chèvre, puis etc. Non, on viendrait pour évoluer de vie en vie, comme dans une école. Déjà, ça m'a donné peut-être une petite idée du sens de la vie. Je me dis, tiens, est-ce que la vie a un sens? Je me suis posé la question, est-ce que la vie a un sens? Ou bien ça sert à rien, on vient, comme vous dites, on retourne poussière et puis c'est terminé. Moi, j'ai trouvé qu'il faudrait quand même pas négliger cette vision-là, parce qu'il y a presque la moitié de l'humanité qui croit à la réincarnation. Vous savez, quand vous additionnez les hindouistes, les bouddhistes, les taoïstes, et puis un tas de peuples primitifs, alors peut-être qu'il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit aussi. Oui, et de part et d'autre. Mais personnellement, c'est pas ça qui m'a intéressé. Oui. C'est pas ça qui m'a intéressé, c'est que j'étais toujours agnostique en faisant de la naturopathie, puis j'ai entendu parler de réincarnation, de voie de sagesse, de libération de soi, d'ascèse, de chemin, de spiritualité. Et tout ça dans un but d'aller mieux, surtout de moins souffrir, d'être mieux dans sa tête et dans sa peau. Moi, je suis assez pragmatique. Faut que ça serve à quelque chose. C'est pas croire pour croire ou simplement satisfaire une idée comme ça, mais fumeuse. Et puis là, avec les régressions mémorielles, je me suis passionné par ça. Très, très vite, ça fait 34 ans que je pratique. J'ai eu l'occasion de voir, d'assister et surtout de faire vivre à des patients des sensations et des émotions, parce qu'on ne peut pas se créer des sensations et des émotions comme ça du jour au lendemain. Que vous visionnez quelque chose, que vous pensiez à quelque chose, ça c'est assez vite fait, on peut se dire c'est l'imagination. Mais quand vous avez dans votre corps, quand vous avez des tremblements, quand vous avez des peurs qui vous prennent, quand vous sortez d'une séance et que vous avez le dessin d'une corde autour du cou alors que vous avez été pendu à même la peau, ou des choses de ce genre, vous vous posez des questions. C'est ce que j'ai fait. Et je continue de me poser aussi. Maintenant, comme ça fait plus de 30 ans que ça dure et que les résultats sont là, parce que le but c'est quand même les résultats, je me dis que ça serve à quelque chose. Oui. Non, se poser des questions, je crois que c'est même comment dire, l'attitude la plus saine qui soit dans l'existence que de se poser des questions. Après, c'est la nature des réponses. Et voilà. Qui peut être assez surprenante. Oui. Ce que j'invite ce que disait Bouddha, c'est faites l'expérience. Ne croyez pas, ne croyez à rien. Remettez tout en doute, ne croyez pas les maîtres, ne croyez pas les dieux, ce qu'on raconte, etc. Faites l'expérience et vous aurez la connaissance. Discernez le vrai du faux. Voyez ce qui est bien bon pour vous et pour le bien des autres. Quel discours merveilleux, plus moderne que ça, c'est dire que ça date de 2500 ans. J'aime bien cette attitude-là. Et moi, ce que j'essaie de faire aussi, c'est pour moi et dans ma profession, c'est d'expérimenter. Je propose à mes clients d'expérimenter, mais dans un but de guérison. Guérison, que ce soit physique, émotionnelle, mentale, énergétique, enfin, de faire d'aller mieux. Et comme généralement ça marche, écoutez, moi je peux vous dire, voilà, c'est ça. Maintenant, est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il y a plusieurs vies, etc. Je ne peux pas le prouver. Je ne peux pas le prouver. Quoique des expériences ont été faites avec des enfants. Je ne peux pas le prouver. Quoique des expériences ont été faites. Mais il faut encore tenir compte de ça aussi, parce qu'il y a des gens idiots qui ne sont pas idiots, qui cherchent là-dessus, qui se donnent vraiment beaucoup de peine. Voilà. Cela dit, dans ce cadre-là, vous décidez quand même d'aller, vous l'avez dit, naturopathie dans un premier temps, diététique, petites plantes, enfin toutes ces choses-là, enfin la base absolue, bonne vie quoi, une vie bonne, saine pour le corps, massage, bon tout ça. Jusque-là, tout va bien. Je peux vous dire quelque chose, parce qu'il y a 35 ans, on était les mangeurs de petites graines. Non, mais bien sûr, mais vous le restez, d'ailleurs. Pas du tout. Monsieur, vous restez des mangeurs de petites graines. Mais enfin, beaucoup de gens, finalement, c'est le bon sens de se dire bien manger, enfin mettre dans son corps de bonnes choses. C'était pas évident il y a encore quelques décennies. Non, je suis bien d'accord. Mais enfin, disons qu'aujourd'hui, il est admis que c'est une sorte de bon sens et qu'à défaut de guérir, c'est en tout cas une attitude préventive et évidente. Bon.
Puis d'un coup, alors vous vous mettez à intégrer, je sais pas, ce qu'on peut appeler de l'ésotérisme, Oui. de la spiritualité. Oui, c'est ça, le côté invisible Oui. de l'humain. La spiritualité, c'est embêtant parce que c'est un mot qui recouvre énormément Oui, de choses. c'est Ça veut ça. dire quoi, spiritualité, pour vous? C'est quoi la spiritualité? C'est vrai que c'est difficile à répondre. En tout cas, c'est pas la religion pour moi. Vous voyez, c'est peut-être à la base des religions. C'est quelque chose de profond. Pour moi, quelqu'un a dit la métaphysique se pense et la spiritualité se vit. Voilà. Je crois que c'est une expérience. Spiritualité, c'est une expérience de mystique, de sage, de saint, de gourou, de yogi, enfin, ou n'importe. Enfin, dans tous les pays, il y a des gens qui font de chamans aussi. Je pense que c'est quelque chose qui se vit avant tout. On en parle peu en définitive. Les spiritualistes parlent peu d'eux-mêmes. Hein. Regardez quelqu'un même comme le Christ n'a rien écrit, Bouddha n'a rien écrit. Non. Et voilà. Et c'est les autres qui On a après écrit écrit beaucoup pour de eux. choses. On a écrit pour eux. Alors là, puis n'importe quoi souvent. Aussi. Assez fréquemment. Ouais. Ça dit dans ce cadre-là, vous décidez d'aller quand même assez loin, puisque par exemple, alors les exemples sont multiples, nombreux, parce que tout ça va un peu dans toutes les directions. C'en est même parfois, quand j'ai lu votre livre, c'en est même un peu confus. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de syncrétisme comme ça, Oui. de toutes sortes de Oui. sagesse, un peu Oui. héritée, dont Oui. on sait tout. Enfin bon, c'est quand même assez curieux. Oui. Mais alors, vous entendez par exemple qu'un blocage, une difficulté, un mal-être ou même une pathologie peut ne pas être une simple résurgence de l'enfance, mais un blocage situé dans une vie antérieure. Oui. Et alors là, vous me pardonnez, mais moi, je ne vous suis pas du tout Oui. là-dessus. Mais oui. Une vie antérieure. Oui. Donc vous pratiquez ce que vous appelez, vous la citiez, la régression mémorielle, une manière d'aller retrouver ces vies Voilà. antérieures. C'est ça. C'est ça. Vous, petit enfant africain Voilà. fuyant le rhinocéros. Oui, c'est dans la technique que j'emploie, ce n'est pas quelque chose que je recherche absolument. J'utilise une méthode qui permet un état de modifier de conscience. Et la personne va retrouver des événements traumatisants du passé, qu'ils soient de la petite enfance, de la naissance, la vie fétale ou les vies passées, mais c'est pas moi qui dirige, ça se fait. Donc je suis peu interventionniste, ou pratiquement pas. J'accompagne la personne dans un processus et elle vit ce qu'elle doit vivre. Alors ça peut être de la thérapie émotionnelle, une psychothérapie tout simplement, une régression, ou bien recevoir un soin énergétique qui n'est pas donné par moi. Vous avez cité des êtres de lumière tout à l'heure, Oh, des on va y invisibles, venir. etc. On va y venir. Oh bah bien sûr, Oui, on va oui. y venir. C'est la plus belle partie C'est la de la consultation. c'est la plus curieuse dans le livre en tout cas. Voilà. Alors, j'appuie pas sur un bouton. Hein. J'aide les personnes à se mettre en disponibilité d'être, et puis ça se passe. Mais vous n'arrivez, enfin, comment dire, voilà, vous êtes, je sais pas exactement comment ça se passe, n'ayant jamais ni assisté à vos thérapies, ni participé, Je vous invite. évidemment, je suis pas sûre. Ne me dites pas parce que j'ai peur, parce que j'ai aussi lu le paragraphe sur les gens qui auraient peur, ils y vont pas parce qu'ils ont peur. C'est pas parce qu'ils y croient pas, c'est parce qu'ils ont peur d'y croire. Donc ça, c'était encore une autre affaire. C'est pas exactement ça la question. Mais pourquoi ne pas prendre, par exemple, assez simplement le parti que l'imagination humaine, Oui. le cerveau humain est une machine extraordinaire à fabriquer des images, à fabriquer du discours. C'est même une de ses fonctions les plus belles et les plus nobles. Et vous dire que vous êtes là, vous mettez la personne dans une condition qui lui permet C'est ça. de libérer une qualité d'imagination absolument formidable, nourrie de ce qu'elle a vécu, nourrie de ce qu'elle est, nourrie des images qu'elle a vues, des livres qu'elle a lus, des films, Mais bien sûr. enfin de tout ce qu'on voudra. Oui, bien sûr. La différence, c'est que au lieu de rester au niveau de l'imagination, de la pensée et de la vision, elle va vivre des choses dans son corps, dans des sensations physiques très fortes parfois, qui vont avoir des répercussions, hein, ce qu'on appelle des crises curatives dans les heures et les jours qui viennent, avec des nausées, des diarrhées, des boutons, de l'irritabilité, ou au contraire un grand bien-être. C'est une cure qu'elle fait, donc une catharsis en somme, hein, un nettoyage des mémoires. Qui passe se par la fait, parole. Qui passe par la parole et le vécu surtout. Hein, Et le vécu. Et le vécu. C'est surtout son vécu, elle. Et on arrive même à vivre de ces événements spontanément. Vous savez, vous n'avez pas besoin de venir en consultation chez moi. Il y a des personnes qui ont eu des revécus spontanés en se retrouvant dans une situation. La Madeleine de Proust, c'est un peu ça. Hein. Mais alors Effectivement, pourquoi hein. parler de vie antérieure? C'est ça. Alors, parce Pourquoi que- cette Eh conviction? Je ne sais pas. Mais pourquoi cette orientation Cette à dire ce sont des vies antérieures et non pas le fruit d'une imagination formidable? Parce qu'il y a des précisions qui sont données concernant les costumes, les dates, les descriptions, les lieux de l'époque. Oh,
mais le cerveau est formidable, vous savez, pour Oui. stocker un tas Voilà. d'informations non Alors, utilisées. Écoutez, moi je ne vais pas me battre avec vous ce soir. Non, 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 vous non, avez mais peut-être raison. je- C'est ça. Non, mais en effet, je peux pas le prouver. Je peux pas le prouver. Moi, je vous dis ce qu'on me raconte à longueur de journée, à longueur d'année, et puis les résultats qui en résultent. Peut-être que c'est complètement. Alors, à ce moment-là, j'ai affaire depuis 35 ans à une bande de gens qui se connaissent pas, mais ils sont tous un petit peu jetés, alors allumés, je sais pas comment vous les appelez, et ils me racontent. C'est vous qui les allumez. Non, parce que vie antérieure, ça veut dire réincarnation. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, Donc bien ça conduit forcément sur un chemin très particulier, d'une vision du monde très ça. particulière. Oui, oui. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit la seule évolution, la seule voie d'évolution pour l'âme. Si vous imaginez, enfin, si vous pensez, vous admettez Pour aurait autant qu'il y ait une âme. autant qu'il y ait une âme et qu'il y ait une voie d'évolution Ce pour l'âme. ce qui n'est pas encore donné. Mais voilà, bien sûr, surtout aux femmes, hein, n'est-ce pas? On l'a dit, hein, souvent. Eh bien, ça serait une voie d'évolution. Et mais j'ai appris aussi aux autres choses. Oui, on aurait peut-être la chance d'y échapper, ce qui est quand même assez formidable. Là serait notre vraie supériorité, c'est de n'avoir point d'âme. Oui, Vous n'en aurez votre humour. peut-être pas finalement avec ce cœur de femme. Eh Dites bien, donc, vous êtes posé la Peut-être question. que je m'annule moi-même. Comme ça. Voilà. C'est la matière et l'antimatière à la fois. L'équilibre parfait. C'est-à-dire, non, je veux dire par là que vous mettez vos patients dans la nécessité, je sais pas, en tout cas, d'adhérer à une certaine vision philosophique au bout du compte. Est-ce que certains de vos patients forcément. n'ont pas une demande plus rationnelle, c'est-à-dire n'exigent pas de vous finalement, en même temps sont séduits, peut-être sont rassurés, peut-être que ça fonctionne en plus, mais n'exigent pas de vous quelque chose de plus rationnel. De plus en plus, j'attire des patients qui sont dans cette mouvance, Ah, voilà. justement, parce que ils n'obtiennent pas les résultats avec la médecine ou les thérapies officielles. Ils cherchent ailleurs, ils sont attirés par ça. Puis évidemment, ils ont entendu parler, ils ont lu le livre, etc. Donc ça se fait. Mais c'est une espèce d'attirance qui se fait parce qu'ils ont... C'est des réponses qu'ils pourront avoir aux questions qui se posent. Parce qu'ils ne vont pas le trouver chez le médecin ou chez le C'est thérapeute. une qualité de réponse qu'ils trouvent à Voilà. la nature des questions qu'ils se C'est ça. posent. Mais C'est ceci- l'une des réponses, Oui. enfin l'une. Mais ceci dit, il n'y a pas que des gens qui flottent qui viennent chez moi. Avant-hier, J'espère j'avais pour un vous. chirurgien, j'ai Oui. une oncologue, j'ai une biologiste. Enfin, la semaine passée, par exemple, j'avais que des scientifiques. Et qui- Non, mais ça et- veut pas, et- ça oui. veut pas dire qu'ils sont pas un peu. Oui, d'accord. C'est pas une garantie de. Non. C'est pas, L'équilibre- c'est non. pas une garantie d'équilibre absolu. Les titres ne sont pas des vertus. Non. C'est vrai. Alors, absolument pas. Non, mais je peux comprendre que ça impressionne, mais ça n'est pas. Voilà. Mathias, non, mais moi, les moments, les moments manquent parfois. Mathias, vous pensez quoi de tout ça, vous, très sincèrement? Mais On va rentrer dans le ouais. détail, hein, parce que dans le livre, il y a quand même des passages étonnants. Bon, alors le livre, encore une fois, je n'ai Non, pas non, lu, non, je sais non. pas vraiment. Mais vous, comme ça, Moi, vous en aurez quelques extraits. Bon, moi, c'est vrai. Choisis. C'est l'occasion, c'est une introduction. Quelques extraits choisis par moi. Volontiers. Réincarnation. Ouais. Lorsque vous étiez un petit enfant africain, par exemple. Ouais, bon, mais ça, je vous dis, j'ai pas de, voilà, c'était une expérience. Après, rattacher ça à une vie passée, bon, je pourrais pas. Non, pour moi, c'est pas une évidence. Parce qu'on sait à quel point, par exemple, enfin, on en a tous fait l'expérience, à quel point un rêve a de capacité à nous plonger dans une réalité physique incroyable, Absolument. jusqu'à la douleur, enfin, jusqu'à. Oui. Donc, Donc, voilà, oui, on pas est loin. peut-être dans le même type d'expérience. Oui. Lorsque vous êtes un enfant africain, par exemple, Mathias. À part que là, je suis dans un état où je suis conscient, je décris ce qui se passe, je suis pas du tout en train de rêver, je suis pas en train de dormir, voilà. Donc c'est pas un état pour avoir pratiqué un petit peu l'hypnose. C'est pas non plus, il y a pas d'autosuggestion. Enfin, moi, je suis amené à relater vraiment ce qui se passe, et puis la voix de mon père était là pour me guider, m'accompagner. Et voilà. Mais moi, j'évoquais finalement donc ce qui me venait à l'esprit. Voilà. Donc pour moi, c'était pas quelque chose que j'ai rêvé, c'était pas fantasmagorique. Enfin voilà. Après coup, c'est vrai que j'ai pas revécu d'expérience du style, les quelques expériences qu'on a pu faire, les quelques séances qu'on a pu faire ensemble. Il y a rien de tel qui s'est présenté à moi, de ce genre d'image ou autre. C'était des sensations, Des choses. émotions. Et des émotions, ouais, des émotions.
Non, moi c'est vrai que je vis encore une fois un peu par procuration à travers ses récits à lui, ce que vivent ses patients. Moi, contrairement à ce que vous pouviez dire, c'est vrai que le fait que ce soit des gens qui soient issus de milieux comme la médecine ou des scientifiques, etc., moi je trouve que c'est quand même un élément qui est pas... De plus en plus de scientifiques croient en Dieu, donc vous voyez comment... Où va-t-on? Où va-t-on? Où va-t-on? Ouais. Une catastrophe. On peut plus faire confiance à personne alors. Non, mais enfin, peu importe, c'est une boutade. Ouais. On écoute Florent Marchais, Voici la mer, je sais pas pourquoi. Ah, Je pense que, oui, parce que dans toute pratique psychologique ou psychanalytique, la mère a un rôle tellement terrible. Là, j'ai le sentiment, en revanche, que la mère, le père et toutes ces choses-là sont une autre affaire. Et que pour une fois, ce sont des thérapies dans lesquelles la mère n'est pas fautive de tous les maux, ce qui est déjà pas mal. Voici la mer, c'est Florent Marchais. Et puis on revient, on se retrouve. Voici la mer, mer nourricière. Voici la mer. Et nous, ces enfants, nous sommes 600 petits, sans compter ceux qui sont partis. Ouvriers, ingénieurs, travailleurs ardents, 600, ces enfants. Plus ou moins beaux, plus ou moins doués, pas toujours nés de la même portée. Elle s'efforce cependant de tous nous aimer. Voici la mer, mer nourricière. Voici la mer. Elle nous a tout donné, on lui doit tout. Vous ne saurez jamais à quel point. Elle a tout donné à ses enfants, 600 petits, sans compter ceux qui sont partis. Ça fait des années qu'elle est là, parfois des fois la traite de monstres, les ingrats. Elle nous fait bouffer quand même. Depuis combien de temps déjà? Les ingrats. Nos vies sont soudées à la sienne, comme la tique à sa jument prospère. Elle fait vivre toute la ville, pas le choix. Que seriez-vous sans elle? Elle assume, elle nous assume, souvenez-vous-en. Le pâturage est plus verdoyant ailleurs, pensez-vous, vous n'imaginez pas. On a vu des contrées maussades où des pluies d'hydrocarbures rongeaient la pelouse. N'allons pas nous plaindre, il existe bien pire, nous le savons tous au fond. Méritons-la, elle veut être fière de nous. Voici la mer, mer nourricière. Voici la mer. Les plus travailleurs, et ça commence à l'école, elle leur donne plus, c'est bien naturel. Elle s'en veut parfois de leur donner autant. De vrais enfants gâtés, avec leur parachute doré. Tous ces jouets, c'est risqué. Un jour, les autres, ceux qui se battaient dans la boue au lieu de faire leur devoir, le lui feront payer. Ce serait dommage. Ce serait même un comble. Pas la peine de rester, si c'est pour lui tirer une balle dans le pied. Je veux reluire, dit-elle, briller, m'étendre, enlacer le continent. N'y allez pas de main morte. Emplissez-moi, à la truelle, à la pelle ou à la bêche. Emplissez-moi, donations illimitées, tout est bon. J'aime cette énergie à vous surpasser. J'aime votre sueur, votre soif de réussite. Plus je brille, et plus vous avez des chances de vous en tirer, mes petits. Mes petits, que dis-je? Vous êtes déjà si grands. Vous êtes déjà si grands. Voici la mer, mer nourricière. Voici la mer. Voilà, c'était Florent Marchais, Voici la mer. Dès les premières pages de ce livre, coécrit avec Génie Imbert. Qui est Génie Imbert d'abord? Génie Imbert est une psychothérapeute, psychologue-psychothérapeute qui travaille à Lausanne. Qui a été votre élève d'une certaine manière? Non, elle était ma patiente, elle était mon amie, proche pendant plusieurs années. Et voilà. Très bien. Donc, enfin, on sent bien que c'est elle qui raconte aussi beaucoup de choses, qui parle de votre vie, qui parle de vous, qui parle de la manière dont vous pratiquez. Mais cela dit, moi, dès les premières pages, je suis prise de léger tic nerveux. Lorsque je lis, par exemple, non, mais pardonnez-moi, mais c'est à l'avant-propos, donc on peut pas faire plus introductif. Donc,
vous écrivez, enfin en tout cas Jenny Imbert écrit, nous souhaitons, donc vous deux, hein, nous souhaitons surtout communiquer l'expérience d'une collaboration avec des présences, avec des êtres évoluant sur un autre plan vibratoire, des guides spirituels qui, pour aussi singulier que cela puisse paraître, nous prodiguent des soins et des enseignements. Donc, je me dis, bon, admettons, et je vais un tout petit peu plus loin pour aller voir qui sont ces guides spirituels, enfin ces êtres évoluant sur un autre plan vibratoire, et puis un petit peu plus loin, donc, à la page, peu importe, la page 193, c'est le début d'un chapitre qui s'intitule « Les sorties hors du corps, le plan astral et les guides ». Vous avez quelque chose contre les chats dans la gorge? Non, dans les plans astrales, non. Non, c'est simplement le 5e chakra. C'est le 5e chakra qui est un peu coincé. Voilà. Le plan astral et les guides spirituels. C'est le 5e crachat. Je n'osais pas le dire. J'ose pas, là, franchement. Regardez, vous voyez? C'est tout ce qui est lié à la tristesse, mais aussi à l'affirmation de soi, oser être, prendre sa place, oser dire. Voilà, ce centre-là. Voilà. Osant. Vais-je oser jusqu'au bout. Non, mais parce que je ne sais plus exactement où je voulais prendre la lecture. À la page 193, non, mais c'est au tout début, forcément, lors d'un contact avec... Ah oui, lors d'un contact avec des guides, dans une séance, donc ces fameux guides, ces êtres sur un... Présence. Oui. Ces présences, oui. Avec des guides dans une séance ou dans la vie courante, la personne baigne dans une atmosphère imprégnée de douceur, de bonté, d'amour. Il ne s'agit pas là d'un fantasme. C'était pas exactement ce que je voulais lire. En ce qui nous concerne et dans les limites actuelles de notre ouverture de conscience, nous considérons que certains guides sont en fait des parties supérieures de notre inconscient. Alors jusque-là, évidemment, c'est Jiminy Cricket, si on veut, d'une certaine manière. Enfin, oui, cette espèce de voix intérieure avec laquelle on est capable de parler, qu'on est capable d'écouter, qui nous est parfois contraire. Enfin, autrement dit, le moi profond, le moi supérieur ou le maître intérieur. Tandis que d'autres, c'est plus embarrassant, sont des entités distinctes, séparées, qui évoluent sur des plans vibratoires différents, on l'a dit, et qui travaillent en collaboration avec nous à notre éveil et à notre transformation. Voilà. C'est ce que j'ai appris. Alors, comment vous l'avez appris, ça? Alors, d'abord par l'expérience avec ma clientèle. Ensuite, avec un médium qui a été la nounou de mon fils, d'ailleurs. Vous êtes vraiment un grand fou. Oui. Et à qui j'ai réservé un chapitre qui s'appelle Karima, et qui n'est pas un médium professionnel du tout, mais qui a une grande ouverture comme ça dans ce genre de séance et qui m'a apporté beaucoup d'informations. Et ces informations ont été corroborées, on peut les retrouver dans des lectures aussi. J'ai pas forcément beaucoup lu sur le sujet. Ce que je raconte dans le livre, c'est surtout de l'expérience. J'ai préféré parler de ce que privilégier les témoignages, de vos patients. Je sentais, en laissant la porte ouverte à la critique et au doute, bien sûr. Ce qui me fait ne plus douter de ça au bout de 20 ans de pratique de cette manière, c'est la répétition des phénomènes et la vision qui revient tout le temps chez des personnes différentes qui ne se connaissent pas entre elles. Donc ces patients viennent de tout horizon et on me raconte toujours les mêmes choses. Alors, c'est pas un exemple scientifique, ça, que quelque chose se répète et se répète et se répète presque éternellement. Sur les mêmes, avec les mêmes matériaux humains, avec des cerveaux qui ont cette capacité à inventer, à raconter, et les mêmes cerveaux humains, voilà. Peut-être que cette répétition, expliquée autrement, aurait la même vertu scientifique. En tout cas, moi, j'aimerais bien dire quand même, ça c'est la théorie, c'est pour expliquer les phénomènes qui peuvent se passer, mais moi je reste toujours au résultat. Je suis quand même un homme de terrain, je crois l'être. C'est à quoi ça sert tout ça? C'est pas simplement le fait de partir et d'être Napoléon. D'abord, j'ai jamais rencontré Napoléon dans une régression. Ni Marie-Antoinette. Ni Joséphine non plus. Ou alors un guide spirituel. Non, ce qui m'intéresse, moi, c'est que les gens aillent mieux. C'est qu'ils soient mieux, après qu'ils soient mieux dans leur tête et dans leur peau, qu'ils voient leurs symptômes disparaître. Et c'est ça qui compte. Alors, maintenant, guide ou pas guide, moi, je vais pas me mettre ma tête sur le bio pour défendre l'existence ou non des guides. Je suis incapable.
Mais ce que je peux Mais dire, vous, c'est qu'ils vous sont- valorisez plutôt cette version-là. Voilà. Vous c'est écrivez, ça. alors, puisque vous dites que effectivement vous en référez plutôt au témoignage des patients. Alors, il est arrivé qu'un patient, écrivez-vous, en expansion de conscience, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais enfin, Oui. on aura vaguement, en tout cas compris, reçoivent une visite, donc une de Oui. ces visites, comme ça, il sentait une entité toute proche, une présence vibratoire différente de celle des guides, Oui. d'autres entités, donc je suppose, Oui. et demanda par la pensée de qui il s'agissait. Oui. La réponse ne lui parvint pas verbalement, Oui. ni auditivement, Oui. mais sous la forme d'une compréhension synthétisée, pour ainsi dire immédiate, semblant s'infiltrer directement dans sa propre pensée. Voilà. Alors même que ça pourrait être sa propre pensée. Mais il apprit donc que son visiteur était issu d'un autre... Alors c'est là. Voilà, il apprit donc que son visiteur était issu d'un autre univers et qu'il pensait être parvenu là par accident. De visiteur comme ça, il était arrivé comme ça. Je ne sais pas ce que je fais là, je ne sais pas qui êtes-vous, je ne sais pas. Alors que lui et son groupe effectuaient un travail dans différents espaces vibratoires. Ils sont là pour bosser en fait. Probablement. Probablement. Je sais pas. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas quelle forme ils ont. Si, on sait quelle forme ils ont. C'est parce qu'après, Parfois. certains Oui. patients les décrivent. Oui, c'est ça. Ils sont évidemment Mais- beaux, ils sont évidemment intelligents, ils sont évidemment chargés de bonté, d'amour. Ils sont évidemment tout le contraire de ce que nous sommes, ils sont ce que nous aspirons à être. Il y a quelque chose de très embarrassant là-dedans, je vais vous dire. Alors, allez-y. Mais oui, ce qui m'embarrasse le plus, c'est qu'effectivement, alors ces êtres-là, qui sont, bon, alors qu'on peut appeler anges gardiens, enfin chacun aura son vocabulaire, chaque patient finalement aura son vocabulaire, sont forcément beaux, grands, lumineux, détachés de contingences qui sont les nôtres. C'est-à-dire que c'est bête, mais alors on a de la chair, on a un peu de graisse, on est condamné par des fonctions organiques peu ragoûtantes, mais alors absolument nécessaires. De temps en temps, on sent la transpiration, on a de la cellulite, et on est ainsi. Oui. Oui. Et il semblerait qu'il faille s'inventer des êtres qui soient tout le contraire de ce que nous sommes pour faire, comment dire, pour dévaloriser cette chair qui est la nôtre et que nous partageons tous. Vous voyez ce que je veux Mais dire? bien sûr, tout à fait. Il y a quelque chose de très gênant là-dedans. Mais oui. Et pourtant, c'est ça qu'on me raconte. Vous voyez, moi, On vous raconte du fantasme. Alors peut-être. C'est le fantasme des anges, de ces êtres qui sentent la rose, qui jamais ne vont aux toilettes. Eh bien, quoi. voilà. Vous voyez, qui n'ont pas de problème avec ce genre Mais de moi, je ne vais pas vous bêtises. contredire, je ne peux pas vous prouver le contraire. Je vous dis ce qu'on m'a raconté. Oui. Moi-même, je n'ai pas fait d'expérience de ce genre, sauf une fois. Une fois, la première fois, c'était avec le physicien Patrick Drouot, où dans un stage, c'est la première fois que ça m'est arrivé, et c'est la dernière fois. Ça s'est passé il y a 34 ans. À la fin du stage, alors que j'étais énervé, j'en pouvais plus parce qu'il ne se passait rien, j'ai vu, pour la première fois, avec ma vision intérieure, comme une espèce de statue de la liberté, mais à moitié, vous savez, dorée. Le bas de la statue, si vous voulez, avec deux mains comme ça. Et je vous dis ce que je peux traduire avec des mots. J'ai reçu comme un flot d'amour. Voilà, je dirais ça. Et puis ça s'est arrêté là. Et Vous c'était savez fini. bien que certaines musiques ont cette vocation-là, vous qui aimez tant la musique. Il y a certaines symphonies de Mahler ou certaines œuvres de Alors, Bach. j'ai des frissons. J'ai quelque chose qui me prend la poitrine, etc. Mais ça venait de l'extérieur. C'était incomparable. Hein. Je ne peux pas le comparer. J'adore Puccini, tout ça. C'était pas du Puccini, c'était pas du Mahler, c'était pas du Wagner. C'était encore autre chose. Alors voilà ce que je peux vous dire. Mais c'est vrai que vous avez peut-être probablement raison aussi. Tout ça est peut-être une invention folle. Mais qu'est-ce qui est important? Mais où sont vos convictions à vous? Je doute beaucoup. Je pense que mes patients ne sont pas fous et qui racontent des choses probablement réelles. Qu'en penserait un psychanalyste formé à la dure école freudienne ou Alors freudienne, oui, alors évidemment, peut-être freudienne, non. Jungienne, déjà moins. Hein. Déjà un peu moins, Un peu plus évidemment, ouvert. oui. Hein. Mais il faudrait leur poser la question. Je ne suis pas psychanalyste. Hein. Moi, vous me demandez mes convictions. Vous voyez, autant je ne suis pas certain de l'existence d'un Dieu. Je prends toujours l'exemple de la métaphore de la multinationale. Vous savez. C'est le big boss, on le voit rarement. Par contre, j'ai affaire aux réceptionnistes, aux chauffeurs, vous voyez, à la secrétaire. Et c'est eux, là. Pour moi, c'est Saint-Pierre et ça. ses anges.
Comment? À Saint-Pierre et ses anges. Saint-Pierre, peut-être ça pourrait être Saint-Pierre, je sais pas. Non, mais pour dire. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je les sens. Je les vois pas, je les entends pas. Je suis pas voyant, mais je sens, il se passe quelque chose dans mon corps, en présence de mes patients. Et pour moi, c'est quelque chose de tangible. Ça, je peux compter là-dessus. Je sais que ça fonctionne. Que vous y croyez ou pas, qu'on soit athée, mahométan, enfin, ça marche. Finalement, il n'y a pas besoin de connaître Non, la formule de l'aspirine pour constater que ça fonctionne. Exactement. Il n'y a pas besoin de croyance pour faire cette expérience-là. Voilà ce que je voulais dire. Même un athée peut faire cette expérience-là. Alors après, il mettra les noms qu'il veut dessus. Mais la plupart des noms qui reviennent sont des noms qui sont quand même, alors pour reprendre les témoignages de vos patients dans ces cas-là, qui sont très reliés à l'imagerie religieuse, à l'imagerie divine, aux anges gardiens, aux êtres de lumière. Mais toutes les imageries, hein, ça peut être lié à... Il y a des gens qui me parlent de Bouddha, qui me parlent de Zoroastre ou d'autres. C'est pas forcément le Christ, hein, c'est pas forcément... Non, absolument pas. Vous avez parlé de syncrétisme, moi j'aime bien ça. Moi j'aime bien le syncrétisme. Hein, aussi. Une partie de votre philosophie de thérapeute est aussi ancrée d'ailleurs dans la sagesse hindoue. Oui. Puisque tout au long de votre livre, vous faites régulièrement référence au crachat, hommage à Mathias, au chakra, au karma également. Au karma, et oui, le karma, l'effet des actions passées. Hein. On se prépare, comme dans la vie, on sème, on récolte ce qu'on sème et on récolte ce qu'on a semé. C'est ça le karma. Ça, mais ça, au lieu de se faire sur une vie ou sur un instant, ça se ferait sur un grand moment que vous avez l'air de redouter. Mais non, c'est pas tant que je le redoute, c'est que je vois pas bien comment tout ça se fabrique. Mais vous n'avez pas peur, de manière plus ou moins consciente d'ailleurs, de déresponsabiliser les individus en les enserrant dans des réseaux extraordinairement serrés de causalité, lors même que déjà, rien qu'avec sa famille, c'est compliqué. S'il faut en plus s'occuper des familles, des réincarnés par lesquels on est passé, vous vous rendez compte? Je trouve que notre condition humaine est terrible et redoutable. Moi, j'ai des explications à demander quand je serai de l'autre côté aussi. Je trouve ça atroce. Quand on dit que la vie est belle, moi je dis non, je suis pas d'accord. Vous ne trouvez pas? Non, moi je trouve que la vie est atroce avec des beaux moments. Il peut y avoir de très beaux moments. Puis il y a des gens qui ont des vies dégueulasses. Vous naissez malade dans un pays en guerre et vous êtes encore battu par vos parents, on peut se demander pourquoi aussi. Donc, comme je trouve que c'est indécent de parler comme ça. Moi, je trouve que la vie est très difficile. Et en effet, quand on dit, mais c'est déjà compliqué comme ça, pour se compliquer encore la tâche en se disant, tiens, et si ce n'est qu'une petite vie parmi tant d'autres, si c'est la réalité, c'est comme ça. Si c'est pas la réalité, on verra. Moi, disons, je trouve que dans le karma, on a une explication assez logique du sens de la vie. Mais c'est moi. Hein. C'est-à-dire que naître dans un pays en guerre, naître pauvre dans une famille pauvre dans un pays en guerre, serait le résultat d'un karma. Alors, ce serait le résultat d'un karma. Vous vous rendez compte? Mais, vous voyez, on rendez compte. Mais ça serait peut-être une opportunité incroyable aussi de dépasser tout ça. Si vous faisiez je pense à j'ai un exemple, là c'est une personne qui s'est retrouvée, je crois qu'il est cité dans le livre, qui s'est retrouvée, qui avait été abusée par son père, donc un inceste, et qui lors d'une séance a revécu une vie antérieure où c'était l'inverse qui s'était passé. C'était elle qui avait abusé de son père, mais qui était une petite fille, et en somme un équilibre se remettait en place, se recrée, et à ce moment-là, dans cet état d'expansion de conscience, tout lui paraissait juste. Et il n'y avait même plus de pardon à accorder. C'était ainsi. Et elle intégrait l'histoire de son père en même temps que la sienne. La compréhension se faisait. Elle avait tous les éléments qu'on peut avoir des fois dans une vie, mais là, c'est difficile quand ça se passe sur plusieurs vies. Et tout d'un coup, cette femme était rassérénée en ayant vécu ça et libérée d'un poids. Et elle n'a plus ressenti tout ce qu'elle ressentait pour son père, donc de vengeance, de haine et tout le reste, de colère. Voilà un exemple. Voilà à quoi ça peut servir. Alors, vous pouvez toujours me dire, ouais, mais c'est bien gentil, elle s'est imaginé tout ça. Enfin, oui. Elle a fabriqué son propre médicament. Tant mieux. Si c'est ça, tant mieux. Si la réincarnation n'existe pas, génial. S'il n'y a pas de guide, mais écoutez, puisque ça marche. Mathias, comment on s'en sort avec un père comme ça? On s'en sort très bien. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est très pratique. Parce que vous traîniez vos guêtres enfants parmi les patients, semble-t-il. Vous alliez discuter avec eux. Ces gens illuminés qui voyaient des entités partout.
Non, pardon pour les patients du docteur. Non, vous n'êtes pas docteur. Non, d'ailleurs. je suis pas docteur. Les patients de Claude de Sarzan, encore une fois, je ne méprise pas, mais il y a des choses qui me paraissent si curieuses, si étonnantes et si étranges. Je vous comprends bien. Et vous n'êtes pas la seule. Hein. Non, j'imagine. Donc, on s'en sort bien quand même. J'espère, en tout cas. Il faudrait demander aux gens qui m'entourent. Ouais, non, ça va, ça se passe bien. Oui, Bon. comme je vous dis. Plus généralement, comment ça se passe une séance chez vous, enfin, ou une série de séances? C'est ça. Comment c'est dans quel état on met son patient pour le faire parvenir, par exemple, à ce que vous affectionnez particulièrement, c'est-à-dire la régression mémorielle? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des musiques que j'ai faites composer, voilà, notamment par Martin Chablot aussi, qui a toujours le qui est pianiste d'Henri Dess, et d'autres qui sont des musiques qui ne sont pas des musiques space, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce sont des musiques qui ressemblent plutôt à de la musique de film, qui vont accompagner des émotions, des états d'être. Ouais. Ensuite, il y a la personne est allongée, donc en disponibilité d'être, je dirais, comme quand on va chez un dentiste ou chez un médecin. On est moins disponible chez un dentiste, j'aime autant vous le dire. C'est plus doux ce qui se passe chez moi. Oui, Mais je veux dire qu'on est en position d'ouverture et de détente totale. Vous voyez, c'est d'abandon, un peu comme un enfant sur le sein de sa mère, je dirais. C'est ce qu'on recherche aussi. C'est l'abandon pour offrir le moins de résistance possible. Et il y a une méthode qui s'est imposée à moi. Au début, quand j'ai commencé à 35 ans, j'induisais une relaxation qui durait 20 minutes, etc. Et puis, à partir d'un certain événement qui s'est passé il y a 20 ans, où on m'a parlé de la présence de ces entités, et où même, moi, j'ai eu besoin de changer de méthode, parce que j'en avais marre aussi de parler de cette relaxation qui revenait sans cesse, etc. Et je suis resté simplement à dire aux personnes de rester les yeux fermés, et d'accueillir leur monde intérieur, sensations, les émotions, les pensées et les visions, et puis de me les raconter, comme des journalistes en direct. Et c'est ça, c'est tout simple, en respectant certaines consignes, l'immobilité par exemple aussi. Et voilà que à ce moment-là, au bout d'un moment, quelques personnes sont désarçonnées au départ, puisqu'ils ont eu de la peine à parler, etc. Mais je les aide, je leur demande comment sentez votre tête, votre dos, etc. Et peu à peu, elles entrent dans la séance. Le travail se fait. Et tout d'un coup, tac, il y a une émotion qui arrive. Il y a une sensation. Et on attrape le bout de la pelote, vous savez, et après toute la pelote suit. Et jamais personne ne se trouve à court d'idées, ou à court de sensations, ou à court d'émotions. Il y a toujours envie, sauf quand le traitement est terminé. Alors, au bout de quelques séances, on va mieux, qu'on a eu ces réponses, que ces symptômes ont disparu. Ce flot s'interrompt peut-être. Ce flot s'interrompt peut-être, mais oui, on n'a plus qu'un entretien. Si vous voulez, c'est comme quand vous allez chez le garagiste, il y a la grosse panne qui a été réparée, et après on fait l'entretien, on fait les services. Il n'y a plus les petits bruits à côté, les petits cliquetis. Voilà. Et le cardan fonctionne. Oui. Voilà la méthode. Très simple. Ça n'a pas l'air très compliqué. En tout cas, écoutez, d'abord, sincèrement, merci d'être venu en parler. Puis chaque auditeur peut se faire une opinion en lisant, par exemple, puisque c'est là, Les thérapeutes de l'invisible, donc coécrit par Génie Imbert et vous, Claude de Sarzan, préfacé par Patrick Drouot, physicien. Ça m'a fait rire, physicien. Ça m'a fait rire parce que le physicien en question, donc Patrick Drouot, il a écrit... Attendez, je l'ai plus là. Voilà. Il a écrit « Nous sommes tous immortels », c'est le physicien. « Guérison immortelle et immortalité et mémoire d'un voyageur du temps ». Donc, vous voyez, même les physiciens s'y mettent. C'est pas sérieux, un physicien. Donc, en tout cas, lisez-le si vous voulez un peu mieux comprendre, un peu mieux savoir de quoi nous parlions ce soir. On n'a pas eu le temps de parler enfin, il y a des tas de choses encore dont on aurait pu parler parce que c'est surprenant. Les thérapeutes de l'invisible, c'est aux éditions du Rocher. Merci beaucoup, Mathias de Sarzan. Je vous rends votre père et votre ami. Faites-en bon usage et prenez-en soin. Je veux bien le livre si vous... Ah bah non, non mais sincèrement, vous allez lire. J'en ai un dans ma bibliothèque. Ah bah bravo, et vous l'avez pas lu. Merci à tous les deux en tout cas. C'est la fin de cette émission préparée avec les collaborations de Stéphanie Gaucher pour la production, de Jean-Baptiste Roumins pour les choix musicaux et de Samuel Morier-Genoux qui était en régie. Je vous souhaite une excellente soirée. Allongez-vous et puis laissez vos émotions parler. Voilà. Et puis on se retrouvera évidemment demain. Après les informations, c'est Lolita pour Drôle d'Histoire.